Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com, rubrique podcast. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le liker, à mettre une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook, Instagram ou Pinterest. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee. Et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'€1 par mois, c'est possible et je vous en remercie par avance. Je suis ravie de vous retrouver après de longs mois sans vous parler ou presque. En tout cas, pas beaucoup de podcasts, juste un. Il est vrai que je vous ai pas mal parlé via Facebook ou bien Instagram ou bien YouTube si vous me suivez sur une de ces 3 plateformes. Et écoutez, je reprends les bonnes habitudes mais pas toute seule puisque pour cet nouvel épisode, je suis accompagnée de Pierre Peigné que j'interviewe et donc je vous souhaite en tout cas de profiter pleinement des conseils précieux prodigués par Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Priscille. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Eh ben merci, moi aussi c'est vraiment un plaisir partagé. Je suis très content de te retrouver après justement l'épisode qu'on a fait sur Zen et Pro. Bah là, on le fait sur ProductiveYou, c'est top. C'était normal que je te rende ton invitation parce que le travail que tu fais est vraiment remarquable. Et donc c'est pour ça que voilà, je souhaitais partager aussi avec mes auditeurs. Alors écoute, je vais pas en dire plus sur toi, je vais te laisser te présenter parce que tu sauras bien mieux le faire que moi. Et puis ensuite on va enchaîner sur l'interview. Pierre, nous t'écoutons. Super. Ben oui, donc je m'appelle Pierre Peigné. Je suis coach professionnel en gestion du stress et créateur du podcast donc Zen et Pro, en 3 mots, Zen et Pro, disponible du coup sur zenetpro.fr, là on met tout en un seul mot. Et j'accompagne du coup les professionnels qui sont plombés par le stress et qui souffrent notamment de symptômes à la fois physiques et psychologiques, parce que souvent les deux sont liés, à retrouver la sérénité et la performance au boulot, parce que le stress a aussi tendance à entamer nos capacités à être efficaces et... parce qu'on a la tête qui part à droite à gauche en permanence, quoi. Alors, quand on va sur ton blog, on a un petit peu un historique de comment tu es arrivé à créer Zen et Pro. Donc, je ne vais pas lire ton blog. Je te suggère de nous faire un petit résumé pour nous expliquer ce qui t'a amené à devenir coach en gestion du stress. Oui, parce que en fait, l'idée de devenir coach en gestion du stress, c'est d'aider les personnes qui ont les problèmes que j'ai pu avoir à les résoudre de la manière, avec la manière que j'ai utilisée, en sachant que l'idée, c'est surtout que ça leur prenne moins de temps. Parce que, en fait, à l'origine, je suis ingénieur en électronique de formation. J'ai un parcours très sinueux et que je trouve très intéressant, mais par contre, qui m'a amené à un moment à me perdre en chemin, j'ai envie de dire. J'étais cadre dans une PME où j'étais en charge de développer une activité sur un marché qui était très concurrentiel, mais qui ne correspondait pas au cœur de métier de la boîte. Et donc du coup, la boîte n'était pas du tout adaptée à ce marché-là. Et assez rapidement, en fait, on a vu que justement le marché était compétitif, était surtout pas rentable. Et donc, tous les collègues qui étaient associés, qui étaient sur des activités connexes, en fait, ont été rapatriés petit à petit sur le cœur de métier de la boîte. Et du coup, je me suis retrouvé petit à petit isolé avec une activité qui décollait pas. Je me suis mis une pression. Comme beaucoup de gens en fait qui vont au burn-out, je me suis mis la pression tout seul, comme un grand. C'est pas ma hiérarchie en fait ça se passait très bien avec ma direction notamment. Sauf que moi, j'avais le boulot en permanence dans la tête. J'arrivais pas à en sortir le soir quand je quittais le boulot. J'avais une boule au ventre qui grossissait au fur et à mesure de la journée en fait. Et vraiment, quand on dit le ventre est notre deuxième cerveau. Je l'ai ressenti physiquement. Je peux le dire que je l'ai ressenti. Et du coup, j'en arrivais même à ne plus dormir. J'ai eu des problèmes digestifs, clairement, des problèmes de libido aussi. Faut bien l'avouer. C'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est très lié au stress. Toute la question de sexualité chez l'homme notamment, et puis chez la femme aussi, il y a des questions de dérèglement hormonal qui peuvent aussi perturber les cycles menstruels ou des sécheresses vaginales ou des choses comme ça. C'est le genre de sujet qui est super tabou.
mais que beaucoup de gens, malheureusement, peuvent rencontrer en lien avec le stress. Donc, c'est pour ça que j'hésite pas à en parler aujourd'hui, parce que c'est possible que parmi tes auditeurs, il y ait des gens qui, aujourd'hui, se disent bah oui, je vois bien. Et en fait, tout ça, c'est des signes, en fait. Quand on commence à plus dormir, quand on commence à courir partout, à ressentir justement des problèmes digestifs, des problèmes cutanés, des problèmes... moi, j'ai eu la chance de pas forcément avoir ça. Des problèmes respiratoires pour certains, ou des problèmes... attraper le moindre virus qui passe, c'est souvent aussi que y a un truc qui va pas. Et ça peut être intéressant de s'écouter, parce que dans la tête, on a tendance à se raconter plein d'histoires, et alors que le corps nous raconte, lui, toujours la vérité. Et ça peut être intéressant de l'écouter. Moi, j'ai mis du temps à l'écouter, et notamment, j'ai mis du temps à écouter ma femme, qui est médecin, et qui me disait que je lui faisais penser à ses patients qui allaient droit au burn-out. Et à force, en fait, de voir aussi des gens dans mon entourage, et notamment un partenaire de l'entreprise dans laquelle j'étais, faire un burn-out, mais un bon, lui, il s'est retrouvé... au pieu du jour au lendemain, et il a mis des mois à s'en remettre. La question, c'était à quel moment est-ce que moi, en fait, je vais faire ce pas de trop. Et j'ai eu la chance de ne pas le faire, parce que, en fait, une nuit d'insomnie, alors que j'utilisais en fait une technique de yoga qui me servait de palliatif un petit peu, j'ai eu comme une épiphanie. C'était ce job, en fait. Mon inquiétude à l'époque, c'était, mais je vais perdre mon job parce que l'activité fonctionne pas, quoi. Il y a un moment où la direction va s'en rendre compte et va dire, on arrête les frais. Sauf qu'en fait, la solution, c'était, non, quitte ce job, en fait. Et là, je me suis rendormi direct. Et le lendemain, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon patron. Ça s'est très bien passé. Alors que on a toujours la trouille de se dire, mais ça va pas bien se passer, etc. Et on se fait des films. Alors qu'en fait, là, pas de souci. Il avait aussi tout intérêt finalement à ce que je m'en aille. Ouais. Ça s'est très bien passé. Le stress du jour au lendemain disparu. Pas de souci. Parfait. Impeccable. Et je croyais que j'en avais fini avec le stress. Sauf que ma femme était enceinte de jumeaux. C'était aussi une des raisons pour lesquels j'avais dit, mais là, il faut que je m'arrête, je ne peux pas me permettre de plonger. Et ces jumeaux-là sont arrivés avec 1 mois et demi d'avance. Et là, j'ai redécouvert le stress d'une autre manière. Un autre stress, quand même. Stress, ouais. Et j'ai envie de dire, j'étais en discussion avec des amis avant de te retrouver, et ils m'ont fait prendre conscience. En fait, mes enfants, ça a été ma chrysalide. En fait, ils ont 1 an et demi aujourd'hui, et je me rends compte que c'est ça. Dans la chrysalide, la chenille se liquéfie avant de devenir papillon. Ça a été ça. C'est-à-dire que avec l'arrivée des enfants, ma femme et moi, on s'est littéralement liquéfiés. C'était, on avait, vu qu'ils étaient 2, ils étaient arrivés prématurés, il y avait des complications justement au niveau des biberons, etc. À chaque fois, on était obligé de les peser au gramme près, de leur donner la tétée pour mon fils qui arrivait un petit peu à téter. Ma fille n'arrivait pas à téter, donc c'était biberon. Les repeser au gramme près pour vérifier combien ils avaient mangé, et finir avec une sonde gastrique, en fait, qui est un tuyau qui leur passait par le nez pour aller nourrir. Et ça, on est monté jusqu'à 25 fois par jour. Donc autant dire que ça a été un bon tsunami émotionnel. C'est à la fois, j'ai l'habitude de dire que c'est à la fois la plus belle et la plus difficile aventure de ma vie. Mais d'un autre côté, en fait, ça m'a obligé à vraiment travailler sur le stress. Le risque, en fait, auquel j'étais confronté, c'était finalement à ce moment-là quand mes enfants arrivent, l'activité que je reprenne, que j'aurais pu reprendre après, j'aurais pu me retrouver avec les mêmes problèmes de stress que précédemment, juste parce que je les avais pas résolus. Là, en fait, mes enfants m'ont vraiment obligé à aller chercher les solutions, à tester plein de trucs, à en garder certains qui fonctionnent pour moi et d'autres qui fonctionnent pas pour moi. Et puis quand je me suis posé la question du coup, le tsunami est passé, on reprend pied, du coup on retourne dans la vie active. J'ai fait un bilan de compétences, et à la 2e séance, c'était clair. Je suis allé voir la personne avec qui je faisais ce bilan de compétences. Je veux aider les personnes qui ont les mêmes problèmes de stress que j'ai pu avoir, et notamment les mêmes souffrances physiques, à les résoudre de la même manière que ce que j'ai pu trouver, mais en plus rapide. Parce que moi, ça m'a pris des mois. Et justement, si on peut permettre à une personne de résoudre ses problèmes de stress en quelques semaines, c'est quand même mieux, quoi. Un chemin un peu semé d'embûches, on peut dire, mais en fait, tu as trouvé le moyen de t'épanouir avec ça. Alors moi, j'ai noté 2 choses extrêmement intéressantes dans ce que tu as dit. C'est que sur la première partie, quand tu as parlé de ce presque burn-out dans lequel tu étais,
tu as reconnu que ça n'était pas quelqu'un qui te mettait la pression, et c'est toi tout seul. Oui, et ça, je trouve ça extrêmement fort parce que très souvent, on entend des gens, alors dans des émissions, dans des posts qu'on peut lire, où c'est ma boîte qui, mon chef, mon ceci, mon cela. Alors je dis pas que ça n'arrive pas, hein, on est bien d'accord. Mais je pense aussi qu'on est tout seul, hein, en fait, l'artisan de notre malheur, bien souvent. Et maintenant que je reçois des clients en coaching, je peux m'en rendre compte. Ce que tu as dit de « je me mets la pression tout seul », moi je le rencontre maintenant de plus en plus. Et c'est aussi une prise de conscience à avoir, quoi. On n'est pas forcément la victime de quelqu'un d'autre, hein, ou d'une organisation qui serait mal organisée, mal ceci, mal cela. Parfois, on est juste notre propre bourreau et notre propre victime. Et puis justement, les personnes qui vont être victimes d'une maltraitance au travail, d'une hiérarchie pesante, ou dans ce cas-là, elles vont plus basculer dans une forme de dépression. Le burn-out, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est plus Superman ou Wonder Woman qui est imbattable, qui va à fond, qui fait, il y a des obstacles, c'est pas grave, je vais les dépasser. C'était exactement mon cas, c'était ça marche pas, mais je vais trouver la solution, je vais bosser plus, je vais trouver la solution. Et qui, à un moment, qui n'entend pas les signes, parce qu'il y a quand même des signes, notamment physiques, psychologiques, des questions d'insomnie, etc., qui veut pas entendre les signes, et qui, à un moment, se prend le mur, en fait. Et qui, du jour au lendemain, se retrouve cloué au lit, incapable de faire quoi que ce soit, incapable même physiquement de se lever. Et qui du coup ça peut être associé aussi à une dépression, c'est une remise en question tellement profonde, parce que aussi généralement quand on est dans ce genre de spirale, notre ego est très fortement associé à notre activité. Typiquement, moi j'avais à la fois ce boulot-là que j'avais choisi par conviction. J'étais dans une PME dans le domaine de la transition énergétique. Et j'avais choisi ce boulot-là par conviction écolo. Sauf que je ne trouvais pas non plus j'avais perdu le sens, en fait, dans mon activité. Du coup, j'étais allé en rajouter en travaillant bénévolement à la création de 2 coopératives sur des questions de transition énergétique et citoyenne. Et ce qui m'en rajoutait encore plus, mais par contre mon ego était flatté justement par l'impression justement de participer à la croisade de Nicolas Hulot, entre guillemets. C'est un peu ça, quoi. Tu vois, jusqu'au moment où tu te dis, ouais, mais si jamais je me crame en chemin, ça sert à rien, en fait. Ça sert absolument à rien. Ouais. Oui, c'est évident. C'est sûr que pour aider les autres, dans quelque domaine que ce soit, il faut déjà commencer par s'aider soi-même, parce que sinon on peut pas aller très loin. Ça, c'est si je peux me permettre de citer mon père, c'est quelque chose qu'il m'a transmis. Quand j'étais petit, il me disait toujours « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Celle-là, je l'ai entendue aussi beaucoup. Et ça, c'est un truc qui m'a... Et en fait, c'est vrai, quoi. Ça sert à rien d'essayer d'aider les autres ou d'essayer de faire quoi que ce soit si jamais soi-même on n'est pas capable de s'aider et de prendre soin de soi. Ouais. Ouais. Et ça, c'est très très important. On est bien d'accord. Ah, c'est hyper important. Donc, tu te lances dans cette aventure de créer ta propre entreprise. Et donc, concrètement, comment est-ce que tu peux aider des personnes qui seraient sur le chemin du burn-out ou d'un stress profond? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu leur proposes pour respirer? C'est très simple. J'ai mis en place un programme que j'appelle 3-2-1 Zen. Parce qu'en 3 mois, à un rythme de 1 fois par semaine, alors on peut rallonger s'il y a besoin pour les personnes, avec 2 méthodes d'accompagnement, on poursuit un objectif qui est de redevenir serein et performant. Et ces 2 méthodes d'accompagnement, c'est le coaching que tu connais bien. L'idée, en fait, là, c'est vraiment de travailler sur l'important, d'aller dans le fond des choses, de faire un travail vraiment introspectif, enfin que la personne fasse un travail introspectif, et moi, en tant que coach, je suis là pour l'accompagner. Je suis pas là pour lui fournir des outils miracles. Je suis là pour l'accompagner sur d'où vient ton problème de stress et quelles sont les ressources que tu as déjà mais que tu vois pas encore aujourd'hui pour y répondre. Et ça, c'est absolument central. Donc, ce travail sur l'important, et avant, on fait un travail sur l'urgent. C'est gérer ce que j'appelle les pics de stress. C'est-à-dire que pour pouvoir prendre le temps
de changer l'environnement ou de changer la perception de l'environnement ou la façon de l'appréhender, il faut déjà avoir retrouvé une certaine forme de sérénité et surtout être capable de résoudre les moments où on a tendance à se laisser dépasser. Et ça, en fait, j'utilise une technique de régulation émotionnelle que j'adapte au stress, en fait. Et qui permet, en fait, de faire redescendre la pression en moins de 3 minutes avec un petit peu d'entraînement. En un mois, on est capable, à un moment justement où, par exemple, la veille d'une réunion compliquée, ou quelques minutes avant la réunion compliquée, voire même pendant la réunion, on peut se retirer, utiliser cette technique-là et revenir reprendre pied, quoi, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en ai refait l'expérience cette semaine. Mes enfants ont eu énormément de mal à s'endormir un soir. On a mis 1 heure, mais c'était vraiment l'enfer avec ma femme. Et à la fin, j'étais... je sais pas que je tremblais, mais j'étais intérieurement, ça allait vraiment, vraiment pas. Et je suis resté pendant quelques minutes comme ça, vraiment à me sentir pas bien, et à le ressentir physiquement, et à me dire, au bout d'un moment, je suis arrivé, mais en fait, j'ai la solution, quoi. J'ai utilisé ce truc-là. Et 3 minutes après, avec ma femme, on était capable d'en parler calmement et de se dire, ok, oui, c'est un mauvais moment à passer, mais et à relativiser vraiment le problème, alors que juste avant, c'était le hamster qui courait dans sa roue en permanence, quoi. Et ça, c'est vraiment très très utile, très bien. Très utile. Et est-ce que tu aurais donc quelques conseils à nous donner pour rester zen et pro? Oui, alors je pense que il y a énormément de conseils et que ils peuvent être c'est à adapter en fonction des personnes. Par exemple, moi je pense que sur les questions de sérénité, il y a des choses qui marchent très bien sur le long terme, telles que la méditation ou la cohérence cardiaque. C'est donc la cohérence cardiaque, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un épisode sur le sujet récemment. C'est utiliser une technique de respiration pendant 5 minutes. Sauf que le fait de se poser, de s'arrêter, de méditer par exemple, certaines personnes vont pas être ouvertes à ça ou pas forcément intéressées. Je sais que c'est le cas de ma femme par exemple. J'ai essayé de la mettre à la méditation et elle, c'est vraiment pas son truc. Dans ce cas-là, l'idée c'est de trouver d'autres solutions. Et il y en a une qu'on peut retrouver aussi systématiquement. C'est la question de le fait de questionner ses pensées et d'écouter son corps. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la tête peut nous raconter toutes les conneries qu'elle veut et elle est capable d'inventer des trucs assez dingues. Par contre, le corps ne ment jamais. Et donc, du coup, le fait de revenir au corps et au ressenti quand on sent que on a un tourbillon mental qui commence à se créer, ça peut être très utile parce que, justement, c'est où est-ce que je ressens la pensée et l'émotion associée que j'ai maintenant. Et ça, en fait, ça permet aussi derrière de questionner la pensée. Quel est son fondement ? Il y a par exemple, c'est Byron Katie, une américaine, qui utilise ce qu'elle appelle le travail, donc the work en anglais. L'idée, c'est 4 questions. Moi, je sais que je les ai affichées, là, elles sont affichées à mon bureau. Je les utilise régulièrement aussi. Ah bah, c'est... En gros, quand tu commences à avoir une pensée et à te dire « Oh là 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 là, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire », première question, c'est « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment ça va pas le faire ?» Deuxième, c'est « Est-ce que j'ai la preuve que c'est vrai ? » Parce que je me dis que oui, ça, c'est vrai, mais en fait, quelle est la preuve ? J'ai pas la preuve. Ah, ok, d'accord. Mais du coup, comment est-ce que je réagis à cause de ça ? Qu'est-ce que ça me fait faire ? Et notamment, c'est là qu'on se rend compte, ah oui, ça me fait tourbillonner à l'intérieur de la tête. Et la dernière question, je trouve, qui est fatale, qui achève la pensée, c'est « Et quelle personne je serais si j'avais pas cette pensée ?» Et c'est là que, en fait, le switch se fait. Mais sans cette pensée, finalement, je serais zen. Et c'est là que la pensée peut très simplement disparaître. Donc c'est un outil parmi d'autres. Après, il y en a plein. Le fait aussi d'arrêter de croire que dans le monde professionnel, il faut absolument être 100% fort et autonome. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, on a tous des émotions. Votre chef, votre patron, c'est des êtres humains aussi qui ont des émotions, qui ont aussi des faiblesses. Et même si certaines personnes sont moins
j'allais dire humaine entre guillemets, mais c'est pas le bon terme, c'est moins empathique que d'autres, malgré tout, ils peuvent quand même comprendre qu'il y a des moments où c'est plus difficile, et c'est pas pour ça que votre carrière va être flinguée si jamais vous êtes capable justement d'exprimer vos difficultés. Et je sais que notamment récemment j'ai accompagné quelqu'un comme ça. Son problème en fait c'était quelqu'un de très performant, mais son problème c'était d'arriver à demander de l'aide. Et en fait tout le coaching a porté sur comment est-ce que je structure ma propre méthode pour être capable de demander de l'aide de manière constructive à ma hiérarchie. Et finalement, la hiérarchie en était absolument ravie parce que il voit aussi que la personne, elle est pas invincible, elle est pas capable de tout. Et le fait de savoir demander de l'aide, c'est aussi une preuve de compétence, à mon sens. Ah, mais je suis d'accord avec toi, et j'ai même d'autres des exemples qui vont un peu dans ce cas-là, où des personnes n'ont pas, alors qu'ils cherchaient des promotions depuis des années, ne les avaient pas, et pas parce qu'ils étaient avec des mauvais résultats ou quoi que ce soit, mais parce que la direction se rendait compte, ou leur manager, qu'en fait ils étaient toujours seuls, ils ne demandaient jamais d'aide, et parfois ils étaient au bord de craquer, enfin il y en avait de partout, et ils avaient une crainte que justement, en passant à un niveau supérieur, là, il y a un craquage complet. Le craquage arrive. Voilà. Et juste parce que, en fait, la personne ne demandait jamais d'aide, ne savait pas dire non, et s'enterrait parfois sous des charges de travail phénoménales. Alors, au bout du compte, elle s'en sortait, mais à quel prix ? Et sur le long terme, un manager avisé va se dire, mais un de ces jours, voilà, je peux pas cautionner qu'il y ait encore plus de travail. Donc on peut même tout seul, encore une fois, s'enfermer dans un espèce de cercle vicieux. Et puis en plus, si on a un driver soit fort ou quelque chose comme ça, ça va pas aider. Associé à un soi parfait. Voilà. Attends, j'ai les deux, mais ça c'est parfait. Et puis j'ai un petit fait vite aussi en même temps. Donc c'est le truc gagnant. Le cocktail explosif, quoi. Et donc, si on n'est pas conscient de ça et qu'à un moment, il y a des limites et qu'effectivement, comme tu le dis, il faut savoir demander de l'aide ou savoir dire non, simplement, en disant, écoutez, non, il y a une alternative, mais là, ça n'est pas possible. Mais c'est pas bon pour nous, mais ça peut être aussi préjudiciable pour notre carrière parce que autour de nous, on s'en rend compte. Carrément. Et ça fait peur, ça peut faire peur. Carrément. Et les autres sont pas dupes, contrairement aussi à ce qu'on, et notamment en lien avec le stress, on a tendance à tout faire pour masquer le problème de stress, pour surtout que les autres ne le voient surtout pas. Et du coup, on se retrouve en fait face à des gens qui ne sont pas forcément dupes, mais du coup ont du mal à nous en parler parce qu'ils voient bien que on le cache, on le vit pas très bien, etc. Ou alors à l'opposé, on est très très fort pour masquer le problème, et c'est le jour où ça va pas que tout le monde se dit où ça explose. Tout le monde se dit ah ouais, mais là fallait nous en parler, quoi. Pourquoi t'exploses en réunion alors que ça fait 3 mois que la cocotte minute elle est en train de bouillir, quoi. Et ça fait beaucoup plus de dégâts que si jamais on avait été dire qu'on avait un petit souci. On est d'accord. C'est vraiment important d'en prendre conscience et puis de ne pas rester enfermé là-dedans. Alors après, c'est vrai qu'on a eu un certain nombre de messages. Enfin, moi, je travaille depuis quand même bientôt 30 ans. Et dans les premières années, notamment, de ma carrière, alors c'était même pas la peine de dire qu'on était fatigué, qu'on avait des enfants et ils avaient fait une petite nuit. Ça devient plus normal maintenant. On parle, attention, c'est un jeune maman, un jeune papa, machin, tout ça. Mais je veux dire, il y a 25 ou 30 ans, tu disais ça, on me disait, mais ta vie privée, on en a mais rien à faire, t'es là pour bosser, point. C'était mode machine, quoi, pas d'émotion, le stress, fallait pas entendre parler, sinon on te disait, il faudrait peut-être que t'apprennes à gérer ton stress, ok, ou à gérer des émotions. Voilà, c'était très mal vu d'être humain. Mais est-ce que ça, justement, ça vient pas aussi de 2 évolutions sociétales, à mon sens, à la fois le fait que les femmes travaillent plus, ont plus de postes à responsabilité, de management, et donc sont plus à même de faire comprendre aux hommes que oui, les enfants, ça, c'est un gros challenge, hein. Et puis le fait qu'en parallèle, vu que madame a aussi plus d'activités professionnelles que maman, entre guillemets, monsieur se retrouve à être
obligé de plus gérer les enfants que papa et du coup est capable aussi de comprendre oui c'est un challenge. Ah oui, mais c'est exactement ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est effectivement, il y a 25 ou 30 ans, les hommes étaient quand même un petit peu moins investis, même si ça allait quand même mieux qu'il y a 40 ou 50 ans, hein, on est d'accord. Mais effectivement, c'est la marque d'une évolution où les rôles sont de plus en plus partagés, certainement pas encore assez, encore du chemin à mon avis. Mais voilà, mais du coup, les hommes qui restent quand même majoritaires dans une entreprise, hein, la plupart des entreprises en tout cas, commencent à se rendre compte que voilà, eux aussi, ils ont des petites têtes blondes à gérer la nuit, des biberons à donner, aller les récupérer à la crèche, à gérer pendant le Covid, la crise du Covid, avec pas de nounou, pas de ci, pas là. Et effectivement, il y a des prises... La réunion en télétravail avec les enfants à côté. Il y a des prises de conscience qui se font, et c'est très bien. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien, parce qu'il y a eu quand même, pendant des décennies, une espèce de mur où non, en dehors de ton bureau, enfin, je veux dire, tu arrivais au bureau, tu laissais tout le reste dehors, hein, on n'en parlait pas, n'existait pas. Tu faisais tes heures, mode machine, et puis pas de sentiments, pas d'émotions, pas de machin, fallait surtout pas partager. Et puis, si, les seules choses que tu avais le droit de faire, c'était pour les patrons, péter les plombs, crier, voilà, ça c'était autorisé, entre guillemets, mais pour le reste, non. Hein. Et là, on avance, et je trouve que c'est plutôt effectivement positif. Il y a encore du chemin, mais on est en tout cas sur une meilleure voie. Avec un autre risque, par contre, du point de vue du stress, c'est le fait notamment avec le coronavirus, le bureau s'invite à la maison maintenant. Et donc du coup, ça par contre, je pense que ça fait partie aussi des conseils, c'est être capable de définir en fait des barrières, pas forcément physiques. C'est pas forcément, on n'a pas forcément tous une pièce chez nous pour faire son bureau, mais par contre des barrières au moins psychologiques ou symboliques entre le travail et la vie personnelle à la maison, de manière justement à ce que le bureau ne s'invite pas, le bureau s'invite dans la maison, qui s'invite pas dans la cuisine non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. On est d'accord. Voire dans la chambre à coucher. De temps, autre chose comme ça. Oui. Pierre, je te remercie beaucoup. Alors, on a 3 questions obligatoires que je t'avais demandé de préparer. Donc la première, c'était quel est ton truc de productivité, un truc de productivité que tu aimerais partager avec les auditeurs ? Alors un truc de productivité, j'en aurais plusieurs. Là, il y en a un qui est venu de notre discussion en prenant justement, en préparant l'interview. C'est l'utilisation d'un plugin ou d'une appli qui s'appelle LastPass, dans laquelle moi en tout cas, je mets tous mes mots de passe. Alors, je fais confiance à une entreprise tiers pour gérer tous mes mots de passe, et j'espère que cette entreprise ne va pas tomber du jour au lendemain, parce que sinon, ça va être la galère un petit peu pour moi. Mais j'ai entre 50 et 100 mots de passe, voire même, je sais même pas, il y en a peut-être même plus, à la fois du pro, du perso, et en un clic, depuis cette appli, je vais sur tous les sites, et j'ai un seul mot de passe maître pour gérer tout ça. Donc ça, en termes de charge mentale, je pense que c'est bien pratique. Et puis sinon, ce que j'aurais envie c'est un petit peu renvoyer à des conseils que toi tu donnes. Ce que je fais en fait par rapport à la prise de rendez-vous, notamment pour des gens qui seraient des indépendants par exemple, c'est je n'ouvre mon calendrier au rendez-vous que l'après-midi, de manière à être capable à avaler le crapaud le matin en fait, à être capable de faire les tâches essentielles pas forcément, et qui ne nécessitent pas de relation avec les autres le matin. Parce que je sais que je suis moins productif là-dessus l'après-midi, alors que l'après-midi, je suis plus à l'aise justement dans les tâches de relationnel. Et donc, j'ouvre mon calendrier et j'ai zenepro.fr/rdv, et je dis à toute personne avec qui je dois prendre rendez-vous, tu vas bloquer le créneau qui t'arrange sur mon calendrier. Et il y a une visio qui est organisée immédiatement. Et du coup, j'ai une charge mentale très réduite là-dessus. Je passe pas de temps à organiser les rendez-vous. Je ne passe pas de temps à organiser les visios, etc. Et c'est mon interlocuteur qui, en plus, a l'impression d'avoir la liberté de choisir dans mon agenda.
Je trouve ça très pratique. Et tu utilises quelle application sur ton blog? Ça m'intéresse, ça, donc sur ton blog derrière ça, parce que je sais qu'il y en a plusieurs et par contre, je connais personne qui les utilise autour de moi, donc je suis curieuse de savoir ce que tu utilises. C'est très simple, c'est Calendly, calendly.com. Ah, c'est celle à laquelle je pensais. Ok, très bien. Qui est connecté à Zoom pour organiser automatiquement la visio et avec un plugin Pretty Links. Sur mon WordPress en fait, donc zenepro.fr/rdv envoie directement sur la page Calendly et je peux même, si je veux, intégrer le Calendly sur certaines pages de mon site si je le souhaite. Ouais. Très très utile. Ok, très bien, parfait. Merci de ce partage. Alors la deuxième question, un livre qui t'a marqué, que tu relis ou quelque chose que tu as lu plus récemment et qui t'apporte beaucoup. Eh ben c'est tout en un. C'est un livre que j'ai lu beaucoup, que j'ai relu récemment. J'ai dû le lire 4 ou 5 fois. C'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je sais pas si tu connais. C'est vendu comme un guide d'éveil spirituel. J'aime pas trop ce terme-là parce que je pense que ça peut rebuter certaines personnes. Pour moi, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau spirituel dans lequel on est, si on a une religion ou pas, si on est complètement athée ou pas, je pense que ça peut apporter parce que le message essentiel, c'est pour vivre vraiment sa vie, il faut la vivre dans le moment présent. Et moi, ça fait 18 ans que j'essaye de faire ça. Je suis encore en chemin. Clairement. Mais ce livre, je le relis régulièrement. Il m'accompagne. Il a une histoire, la façon dont je l'ai découvert a été extraordinaire. J'étais à San Francisco à l'époque, dans un bus, je lisais Siddhartha de Hermann Hesse, et j'ai un gars à côté de moi qui voit le bouquin et qui fait « Ah tiens, tu devrais lire ça ». Et il note donc The Power of Now en anglais sur une carte de visite. Et en descendant du bus, je retourne la carte de visite et il y avait juste marqué « Ty, the Magic Guy ». Je sais pas du tout qui est ce mec-là. Je sais pas du tout pourquoi il avait cette carte-là. Mais ce machin est rentré dans ma tête. J'ai la tête de ce bonhomme dans la tête depuis 18 ans. Et j'ai lu le bouquin 5 fois. Et à chaque fois que je le lis, il m'apprend encore des choses. Et donc, je le conseille très, très vivement. En tout cas, pour moi, c'est le bouquin d'une vie. Ok, moi, je l'ai écouté en audiobook. Ouais. J'ai eu un petit peu de mal, je l'avoue. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps j'avais fait une espèce de petite bibliothèque en fait sur mon site, des livres que j'avais lus, etc. Et j'ai eu un petit peu de mal. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le réécoute ou que je le relise parce que j'étais peut-être pas forcément dans le bon moment pour apprécier tout ça. Il y a des choses effectivement que j'ai pris, que je trouvais très bien, d'autres que je trouvais à la limite de l'ésotérique et qui étaient très loin. Oui, c'est d'où le lien avec le guide d'éveil spirituel et qui peut poser problème, clairement. Ouais. Mais bon, effectivement, il y avait des principes quand même de base qui m'ont marqué et que je trouvais très intéressants. Donc merci pour ce partage. Et ça, je pense que justement ta remarque est très juste et très intéressante. C'est que tout ne va pas forcément convenir à tout le monde et aussi en fonction de son évolution de vie. Exact. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai lu, j'ai eu une discussion après avec différentes personnes sur ce livre-là. Ma sœur l'avait lu et en gros, je l'ai résumé en disant ce que dit le bouquin, c'est que finalement, en réalité, t'as pas de problème. Et là, ma sœur m'a dit si c'est tout ce que t'as retenu du bouquin, tu peux retourner le lire, quoi. et elle avait raison. Donc, comme quoi, en fait, à chaque temps de la vie, on va pouvoir trouver quelque chose de différent. Et il est possible que, justement, certaines choses ne parlent pas du tout à certaines personnes, mais qui vont pouvoir potentiellement y trouver d'autres choses, à mon sens. Exact. Mais il y a pas mal de livres comme ça. J'ai eu la même expérience avec le livre Ho'oponopono, je sais pas comment on le dit, là. Oui. Ou pareil, Oui. Donc il est toujours là. Je me suis dit je me suis mis un calendrier, je vais le relire. Normalement c'est l'année prochaine. Et je me suis dit je serais peut-être plus ouverte, mais sur le coup c'était pas forcément évident. Alors il peut y avoir d'autres choses par contre avec ce bouquin-là, c'est que Eckhart Tolle a dû faire, en gros il a utilisé ce bouquin-là pour le décliner en 50 000 autres petits bouquins de mise en pratique. Et les bouquins de mise en pratique sont peut-être plus abordables que le pouvoir du moment présent lui-même. D'accord. Ça peut être intéressant aussi. Il y a mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Et là, je suis en train de lire L'art du calme intérieur, qui est plus un recueil de mini-réflexions
et qui, moi, me sert beaucoup. Ok. Ouais. On y retrouve un petit peu le côté, un petit côté pensée stoïque dans cette version-là. Ok, bah écoute, merci du partage, c'est mettre ça sur ma liste de lecture, qui n'en finit pas. De se rallonger, bah oui. À chaque fois qu'on en lit un, on en retrouve 2 ou 3 à rajouter. Donc Ah bah alors là, voilà, c'est exactement ça, ça n'est pas du tout équitable comme affaire. Dernière question, une citation ou un mantra, quelque chose qui t'accompagne au quotidien. Alors ça, c'est très clair. C'est vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. C'est une. Ah mais c'est ce que tu dis dans ton podcast à la fin. C'est exactement. En fait, c'est une devise que j'ai faite mienne en 2008 quand je suis parti voyager, faire un tour du monde. Je me suis dit voilà, ça c'est le truc le plus important dans ta vie. Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Tu sais pas de quoi demain sera fait. Alors du coup, justement, vis-le à fond. Et en fait, mon problème de stress, le moment où vraiment je me suis senti mal au boulot, bah, c'était un moment où je l'ai oublié ça. Et du coup, quand je l'ai retrouvé et que je m'y suis remis dedans et que j'ai créé les années pro, je me suis dit, ce truc-là, c'est le plus important, c'est le message le plus important, même s'il n'est pas en lien direct avec le stress, même s'il n'est pas en lien avec ce pourquoi les gens viennent écouter le podcast. Moi, c'est le message le plus essentiel. C'est l'activité dans laquelle on va. On y va, oui, pour gagner un salaire, pour nourrir pour sa famille, pour se nourrir soi, pour avoir un toit, etc. Mais on a la chance, je pense, en Occident, d'être arrivé à un niveau de développement où les premiers niveaux de la pyramide de Maslow sont quand même assez facilement assurés. Et du coup, on s'attaque au niveau d'épanouissement et d'accomplissement de soi assez rapidement. Surtout pour des gens qui sont dans des activités de manager, de directeur, etc. Généralement, on travaille plus sur ces questions d'accomplissement de soi et du coup, à ce moment-là, vis tes rêves me semble plus essentiel que débrouille-toi pour avoir une augmentation, quoi. Certes, même si parfois ça en fait partie. Ah ben ça peut aussi en faire partie, oui. Je te remercie beaucoup, Pierre. Ben c'est moi qui te remercie, Priscille. Merci beaucoup pour tous les échanges qu'on a eus. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile ? J'ai envie d'inviter les auditeurs à aller écouter notre autre échange sur Zen et Pro, où là, on est plus dans ton domaine, justement, où tu files des super conseils sur comment être plus productif et plus efficace au travail. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, le podcast Zen et Pro, et puis zenepro.fr, c'est ce qu'il y a de plus simple. Puis sinon, LinkedIn, Facebook, comme tout le monde, quoi. Mais zenepro.fr, c'est ce qui est le plus pratique. Pierre, merci mille fois pour cet échange extrêmement agréable. On va continuer de toute façon à interagir par réseau interposé. Je vous encourage à vous abonner au podcast de Pierre, à aller lui mettre aussi une note, une revue sur iTunes. Et puis, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et puis longue vie à Zen et Pro, que ce soit pour ton entreprise, ton podcast et ton blog. Et bonne fin de journée à toi aussi et longue vie aussi à Productive You et merci beaucoup pour les 5 dernières années déjà.